En fait, en situation de stress, qu'est-ce qui se passe? C'est que quelque part, le stress, on s'y adapte. Ouais, Hein? c'est ça. Ouais. Donc au début, on a un pic de stress, et puis oh merde, ça stresse un peu là, il faut que je me calme, et puis ok. Mais quand on reprend cette histoire qui est la mienne, quelque part, le premier gros stress qu'il y a eu, c'était l'accident. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis il a fallu courir, C'est ça. toujours, Ouais. et toujours plus. Le monde de l'entreprise, il faut faire. Encore plus courir, Et encore plus plus. vite. Ouais, ouais. Hein, ensuite, après, tu as des enfants, et après, il faut combiner, etc., etc. Donc, quelque part, ce stress, il ne redescend plus, mais tu t'en rends pas compte. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu t'y habitues. Ouais. Et c'est devenu la norme. Ta norme de vie, c'est de vivre dans un stress que tu ne sens plus. Ouais, c'est ça. Ouais, Hein, que tu ne sens plus. Ouais. Je suis Pierre Beaupère, cavalier professionnel et professeur de dressage, auteur de livres et de DVD, et je suis parti avec mes chevaux à la rencontre des plus grands cavaliers, entraîneurs et artistes équestres, mais aussi de tous ceux qui peuvent nous aider à évoluer en tant que cavalier et en tant qu'être humain. Alors comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode pilote, le but du projet Évolution, c'est aussi à travers cette aventure de vous inspirer à réaliser vos rêves et vos objectifs. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire intervenir Marina Shelfo de manière récurrente, parce que c'est aussi en grande partie grâce à elle que le projet Évolution a vu le jour. Alors Marina, elle est coach et elle m'a suivi dans les étapes principales de la création du projet. Et le rôle d'un coach, c'est justement de nous aider à établir un objectif qui soit le plus clair et le plus précis possible et aussi le plus atteignable possible et finalement de créer avec nous un chemin vers la réalisation de nos rêves et de nos objectifs. Mais c'est aussi de nous aider à nous ajuster en cours de route et de nous aider à éviter les pièges qui pourraient nous empêcher d'aller vers la réalisation de ce qui est important pour nous. Et quand j'ai été trouver Marina il y a un peu plus de 2 ans, je traversais une période vraiment difficile, aussi bien dans ma vie personnelle que dans ma carrière équestre. J'étais de plus en plus épuisé et je m'éloignais finalement de plus en plus des rêves qui m'avaient poussé vers une vie avec les chevaux. Et c'est en grande partie grâce à elle que j'ai osé croire dans le projet et que j'ai trouvé la force et l'énergie d'aller au bout des 2 ans de préparation qui me permettent aujourd'hui de vous présenter cette vidéo. Et du coup, j'ai voulu prendre le temps de m'installer avec elle pour essayer de mettre en évidence les grandes étapes de préparation et de planification quand on a un rêve qui nous tient à cœur. Et puis, pour mettre en évidence comment éviter de perdre la motivation ou de se décourager face aux obstacles que la vie va mettre sur notre chemin. Et j'ai essayé de me replacer dans la situation dans laquelle j'étais il y a quelques années, avec un rêve qui me tient à cœur et toute une série de raisons pour lesquelles j'ai pas pu le réaliser. Et j'ai essayé de poser mes questions à Marina en pensant à vous et à la variété de rêves que vous pouvez avoir, qu'ils soient équestres ou non, et de chercher à travers les discussions avec elle les clés qui vont vous permettre d'oser vous lancer, de pouvoir avancer et de mettre finalement toutes les chances de votre côté.
Alors durant la première saison, on va essayer de mettre en évidence les grandes étapes par lesquelles passer, on va essayer de rester le plus général possible, et par contre, à la prochaine saison du projet Évolution, on va vous écouter et on va vous proposer de nous expliquer les obstacles et les difficultés que vous rencontrez, on va essayer de répondre à vos questions. Alors moi j'ai un grand espoir à travers le projet Évolution, c'est de voir ce que vous qui suivez le projet allez créer grâce à lui, et j'espère sincèrement que vous allez vous approprier le projet Évolution pour rendre le monde meilleur à votre niveau, à travers ce qui vous tient à cœur, que ce soit la relation avec votre cheval, que ce soit de faire évoluer le monde équestre à travers votre profession, ou simplement de faire le bien autour de vous. Alors maintenant, je vous laisse regarder l'interview avec Marina Chelfaux, et je vous retrouve à la fin de l'épisode pour vous poser quelques questions et vous proposer de faire partie de l'aventure. Et je vous dis à tout à l'heure. Je voulais d'abord te remercier énormément de participer au projet, parce que ça me touche vraiment beaucoup. Et je voulais d'abord te demander de présenter un petit peu ton parcours, parce que de ce que j'en sais, il est marqué par pas mal de moments très forts et de défis aussi. Et aussi parce que j'ai la sensation, connaissant un peu toute ton évolution, qu'il y a une vraie évolution et une vraie recherche de ce qui était important pour toi à travers tout ton parcours. Donc si tu pouvais juste un petit peu expliquer d'où tu viens et quels ont été les moments marquants et les grands défis de ton évolution. Bien, tout à l'heure, j'ai réfléchi à cette question-là, Ouais. quand tu m'as laissé 2 petites minutes toute seule. Et ça m'a replongé vraiment beaucoup plus loin que ce que j'avais l'intention de te dire à la base. Et donc, je me revoyais petite fille, vraiment toute jeune, très contestataire, sceptique aussi. C'était déjà bien ancré, ce scepticisme par rapport à des grandes vérités. Et je me vois amener quand même régulièrement des tas d'idées. Tiens, et si on faisait ça? Et puis on me dit, oui, mais toi, Marina, avec tes idées, 3 petits points. Et donc j'étais malmenée comme ça pendant très longtemps. Et je dirais que la façon de me tirer de cette maltraitance, quelque part, date d'il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord. Donc ça a été très progressif. Et c'est assez récent. D'accord. C'est assez récent. Et donc voilà, donc j'étais une petite fille très idéaliste, contestataire. J'avais vraiment des idées décalées en fait par rapport à toutes les limites qu'on pouvait me mettre, petite, jeune et même adulte. Et ça, c'est le terreau de base. Le terreau de base avec un papa qui était tout aussi idéaliste que moi, mais qui quelque part avait appris à canaliser ça. Ouais. Et je me souviens d'une grosse dispute que j'ai eue avec lui adolescente, parce que je ne voulais pas rentrer dans le monde du travail et m'imaginer dans une voiture, derrière une autre voiture, et une autre voiture encore derrière moi, tous les matins et tous les soirs. C'était pour moi inimaginable. Et je l'ai fait, pourtant. Donc les bouchons, je les connais, j'en ai fait énormément. Et oui, une partie de ma vie a été ça aussi. Ouais. Mais avant cette dispute-là, qu'est-ce qui s'est passé? À 14 ans, j'ai eu un accident grave, qui m'a cloué au sol, au propre comme au figuré. Et pendant toute la période, pendant quand même quelques jours en tout cas, ma vie était clairement en danger. Ouais. Et là, mes parents ont reçu comme message de la part des médecins, de retourner chez eux et d'attendre que l'hôpital ne téléphone pas, parce que si l'hôpital téléphonait, c'était pour leur annoncer mon décès. D'accord. Ouais. Et donc, ça a été quand même relativement éprouvant pour eux. Moi, j'étais inconsciente, donc je ne réalisais pas trop ce qui se passait. Mais par contre, lors de l'accident, j'étais très consciente jusqu'à l'hôpital et même un peu plus. D'accord. Okay. Donc, je me souviens très précisément de ce qui s'est passé, du bruit que le choc a fait. Tu as été touchée par une voiture. Donc, j'ai été touchée par une voiture et puis la voiture
m'est passé sur le thorax, D'accord. en détruisant au passage tout ce qui pouvait représenter un os. et ces os, évidemment, ont abîmé les organes internes. Malgré tout, quand la voiture a été quelques mètres plus loin, malgré ces fractures, les blessures internes, etc., je me suis relevée. Ah oui. Je me suis relevée, je me suis mise debout avec le fémur, mais explosé aussi. Donc, comment je me suis relevée, je ne sais pas. Ouais. Je me suis relevée, me mettre debout a été un réflexe, et je suis retombée. Ouais, forcément. Ouais. Quand les ambulances sont arrivées, oui, j'avais peur, parce que je ne comprenais pas. Il y avait énormément de gens autour de moi. Et quand mes parents sont arrivés, mon premier réflexe de communication vers mes parents, c'était de leur dire de ne pas oublier d'acheter à manger pour mon cheval. Donc, quoi qu'il arrive, il faut qu'il ait à manger. Donc ça, c'était un réflexe de cavalier pur, ça. Voilà. Donc ça, c'était, je pense que mes parents, c'était vraiment quelque chose qui les dépassait complètement à ce moment-là. Et sincèrement, ils ne pensaient pas à ça du tout. Je crois que mon cheval, le lendemain, il a eu un peu faim quand même. Mais une fois arrivé à l'hôpital, eh bien, c'était la relève des médecins et de l'infirmière. Et là, l'infirmière que j'ai vue directement, elle m'a beaucoup parlé. Et moi, je lui disais que j'étais très fatiguée, que je voulais dormir. Et elle m'empêchait de dormir, en fait. Elle dit non, raconte-moi, qu'est-ce que tu faisais? Je vois que tu as un pantalon d'équitation, etc. etc. Et là... oui, j'étais en train de partir, en fait. J'étais en train de partir. Et donc, à un moment donné, ils ont pris la paire de ciseaux pour couper dans mon pantalon d'équitation, qui était pour moi mon pantalon d'équitation. J'ai dit, non, pas ça, coupez pas dans mon pantalon. Bon, tu penses bien, c'est la dernière chose à laquelle ils ont pensé. Donc, ils ont coupé ce pantalon vite fait. Et là, je suis partie. Donc là, j'ai perdu conscience. Et je me suis réveillée dans le scanner à nouveau. J'ai eu très peur parce qu'en fait, je pensais que c'était... tu sais, les trucs à la morgue, là où tu... Oui. Je pensais que c'était ça, donc j'ai eu très très peur. Donc j'ai arraché tout ce qu'il y avait comme sonde déjà, qui était déjà placée. Et l'infirmière est revenue près de moi. Elle a dit non, calme-toi, etc. Et puis là, je suis définitivement partie. J'étais vraiment inconsciente pendant longtemps. Quand je me suis réveillée, j'avais très peu de visites de mes parents. Tu sais, aux soins intensifs, on ne voit pas beaucoup tes proches. Tu les vois quelques minutes par jour. Et donc, il y a énormément de temps où, quelque part, je divaguais, quelque part, si tu veux, entre les antidouleurs et la douleur. Et pendant ce temps-là, j'ai pu observer que tu t'accroches à tout. À tout. Peu importe qui. Mais tu t'y accroches. Tu t'y accroches. Et ça a été aussi... Tu sais, à l'époque, on était quand même beaucoup moins psychologue avec les malades ou les blessés. C'était... j'étais pas opérée de partout. Et donc, l'argument, c'était on va d'abord attendre pour voir si elle va survivre. Et puis, on va opérer le reste. Et donc, les médecins, ils sont là, parlent avec les infirmières, tu entends et... c'est vrai que c'est malgré tout des messages peut-être que tu entends, que tu interprètes aussi, je pense, pour une partie. Parce que, surtout quand tu as 14 ans, en plus, j'imagine que ça doit gamberger encore plus. Tu t'attends pas à avoir ce genre de conversation à 14 ans, c'est pas l'âge pour avoir ces conversations-là. Donc quand je suis sortie de là, mais qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Je me suis dit, moi, j'ai pas de temps à perdre. J'avais très peur de mourir à nouveau, de risquer ma vie. Donc ça veut dire par exemple quand il y avait des copains, des copines qui prenaient leur voiture ou qui sortaient ou qui allaient dans tel endroit ou tel endroit, qui fumaient par exemple. Ça c'était toute une série d'interdits que je me mettais parce que c'était un risque. Donc je vais vivre ma vie à 200% parce que j'ai pas le temps, parce que je sais pas quand ça va s'arrêter. Mais il y avait en même temps une gestion de risque quand même qui n'était pas non plus souhaitée à cet âge-là quelque part. Parce que il y a quand même... C'est de la perte de l'insouciance en fait. Voilà, c'est ça. Très vite, je commençais à travailler à gauche, à droite. Je suis rentrée relativement rapidement dans de grosses entreprises.
Et tu sais, je voulais vivre ma vie à 200% Ouais. suite à l'accident. Ouais. Et j'ai vécu ma vie un peu trop à 200%. Ouais. Et bon, bah voilà, ça a été le crash au niveau de la santé. Il a fallu aller voir certains spécialistes. Et oui, je me suis bien vautrée, comme on dit. Tu vois. Et là, oui, bah, autant c'est douloureux, autant parfois c'est nécessaire. Je me suis aperçue que vivre sa vie à fond, c'était peut-être pas forcément à 200 à l'heure. Ouais. La réponse, c'était peut-être pas ça. Ouais. Et en fait, en situation de stress, qu'est-ce qui se passe? C'est que quelque part, le stress, on s'y adapte. Ouais. Hein? C'est ça. Donc au début, on a un pic de stress, et puis merde, ça stresse un peu là, il faut que je me calme, et puis ok. Mais quand on reprend cette histoire qui est la mienne, quelque part, le premier gros stress qu'il y a eu, c'était l'accident. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, il a fallu courir, C'est ça. toujours, Ouais. et toujours plus. Le monde de l'entreprise, il faut faire, Encore plus courir, et encore plus. plus. Vite, ouais. Hein, ensuite, après, tu as des enfants, et après, il faut combiner, etc., etc. Donc, quelque part, ce stress, il ne redescend plus, mais tu t'en rends pas compte. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu t'y habitues. Ouais. Et c'est devenu la norme. Ta norme de vie, c'est de vivre dans un stress que tu ne sens plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Hein, que tu ne sens plus. Ouais. Et donc, progressivement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je disais très régulièrement, je suis fatiguée. Ouais. Hein, par exemple, hein, c'est un vocabulaire que j'entendais souvent. On me dit, ah, Marina, comment tu vas? Je suis fatiguée. Ouais. Mais oui, je n'avais pas conscience que j'étais en route vers de l'épuisement. Ouais. J'étais juste fatiguée, Ouais. tout va Ça, bien, ouais. je suis crevée, je vais dormir, et puis ça va aller. Ouais. Sauf que j'allais dormir, mais le matin, j'étais toujours aussi Toujours fatiguée. fatigué. Ouais. Et comme j'étais dans une espèce dans un circuit fou, hein, maintenant avec le recul, tu peux le prendre, comme le comprendre mieux, c'est que au plus je perdais pied, au plus je prenais des projets. Ouais. Parce que je devais me prouver que ça allait. Que ça allait, ouais. Ça allait. Ouais. Et donc j'étais dans un déni complet. Ouais. Hein, donc c'était pas de l'épuisement, c'était de la fatigue. Mais ça a duré 10 ans, hein, Ouais, ce truc-là. ouais. Et quelque part, petit à petit, mon corps a dû crier de plus en plus fort Avant que tu commences à l'écouter. pour que j'en étais à des pertes de conscience, pas des pertes de conscience, mais des absences de 6 à 7 par jour. Ouais. Et là, ma maman me dit, écoute, va voir mon cardiologue. Et puis, tu sais, quand ta mère te dit d'aller voir le cardiologue, tu dis, oh maman, toi et ton cardiologue. Et puis, j'ai commencé à avoir ces absences en voiture. Ouais. Et là, j'ai quand même été voir le cardiologue. Pour la bonne forme, tu penses bien, Ouais. c'est sûr que j'avais pas de problème. Ouais. Et j'arrive chez le cardiologue et malheureusement, le cardiologue, il me dit, là, ça va pas aller. Et du coup, je suis restée là. Et pour te dire le ridicule de la situation, c'est qu'en sorte, donc il me dit, ça va pas aller, il faut repartir avec toutes sortes de petits appareils de mesure, etc. Et il me dit, voilà, vous avez la puissance de votre cœur à la puissance d'un cœur d'une femme de 80 ans. Sauf que j'en avais un peu moins de 40. Et là, j'ai pas compris. Hein, j'ai pas compris. C'était un fait. Enfin, Ouais. donc, qu'est-ce que j'ai fait très intelligemment? Je suis sortie de l'hôpital et j'ai acheté une paire de bottes. En me disant, pas de bottes d'équitation, des bottes pour... Ouais. En me disant, voilà, si je meurs, au moins, j'aurai une belle paire de bottes. Donc, l'achat compulsif en plein. J'ai absolument pas besoin de cette paire de bottes, mais voilà. Et donc me voilà repartie avec tous ces petits électrodes, etc. Et les résultats de tout ça, c'était 3-4 semaines après. Et en fait, j'ai pas vraiment eu le temps d'attendre mes résultats, que la rupture complète s'est faite au bureau. Donc j'ai plus su bouger du tout au bureau. Et il a fallu... donc j'ai téléphoné à mon mari, j'ai dit, écoute, ça va pas, je sais plus bouger. Je pleurais, le gars de la sécurité était venu, etc. Ouais. Et je pensais que j'allais mourir. Ouais. Parce que je savais plus bouger. Ouais. Et cet écho là du cardiologue qui m'avait parlé d'un cœur tout foutu, enfin tu penses donc ça va vite dans ta tête.
Et puis j'ai quand même réussi à rentrer à la maison et là le médecin m'a dit bon maintenant c'est terminé. Ouais. Tu es parti vraiment pour une période très importante de maladie. Et donc il a fallu se retaper et Dieu sait que ça peut être difficile, mais la chose la plus compliquée a été d'accepter ce qui se passait. Ouais. Et la fragilité, notre propre fragilité finalement. La fragilité physique, parce que bon, t'avais beau dire avec ta tête, allez, on y va, ton corps, il dit maintenant ça suffit, et donc tu ne sais plus. Tu ne sais plus. Et c'est assez extraordinaire cette capacité du corps à trouver un moyen de se faire entendre. Si tu ne l'écoutes pas, il va continuer à forcer, jusqu'au moment où il trouvera un point d'accès pour obliger l'esprit à prendre conscience que il existe aussi, et que c'est vrai que quand on a comme ça moi étant le même à ce niveau-là, pour d'autres raisons, parce que moi pas à cause d'un accident, mais avec mon père, d'avoir vu mon père malade alors que j'avais 6 ans, ça a vraiment mis en place ce truc qu'il n'y a pas le temps et que la vie peut s'arrêter très vite. Et c'est vrai que du coup, on fonctionne tellement avec la tête et la volonté que finalement, on passe au-dessus des signaux du corps avec assez bien de facilité finalement, et que le corps, à un moment, finit par te rappeler que t'es pas qu'une tête, quoi, que t'es obligé d'être en accord. Les deux doivent être en accord l'un avec l'autre. C'est assez fascinant. Et le corps, c'est toujours lui qui a le dernier mot. De toute façon, tu peux penser tout ce que tu veux, c'est le corps qui va décider. Qui finira effectivement par décider. Et donc, oui, ça a été relativement pénible, je vais pas le cacher. Et d'ailleurs, j'ai une coachée qui m'a dit, pas plus tard qu'il y a quelques jours, elle me dit, Marina, il y a un collègue qui voulait changer de vie, qui a mis tout en place pour changer de vie. Et tu sais, je suis profondément choquée, parce que le lendemain du fait qu'il ait rendu sa décision publique au niveau de son entourage et au niveau de l'entreprise aussi, il est décédé d'un AVC. Et donc, pour elle, ça a été un choc très très important, parce qu'elle était en épuisement aussi. Et de là, la nécessité absolue de tenir compte de ce corps, en fait. C'était trop tard. Pour lui, c'était trop tard. Et donc, te voilà coach en développement personnel et en entreprise. Mais comme l'activité de coach en Europe, elle est encore très floue, je pense, dans la tête des gens, et qu'il y a pas mal de fausses croyances, je pense, par rapport à ce que c'est un coach et les objectifs qu'il peut avoir. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ta vision de ce que c'est un coach et de ce que tu cherches en tant que coach à accomplir avec les gens que tu suis? Ce que je cherche à accomplir, tu sais, c'est un instant. C'est un instant, et c'est un instant presque magique. C'est quand il y a une prise de conscience. Et alors tu as quelque chose qui change dans le regard de la personne, et elle est en train de trouver ses solutions. D'accord. C'est ce moment-là. Parce qu'après, ça va aller. Parce que, voilà. Donc je pense que tu l'as vécu toi-même. Oui, complètement. Donc tout à fait. Tu as vraiment, et je peux presque les imiter. C'est... Et puis, c'est le breakthrough en anglais, qui est exactement cette sensation que en une fraction de seconde, tu passes dans une dimension tout à fait différente, où tout ce qui était un problème devient une opportunité, tout ce qui était impossible devient juste des opportunités d'apprendre, et où tu sens une énergie qui te permet d'aller vers ce que tu veux. Et c'était d'ailleurs ma question suivante, c'est que en suivant ce que tu fais, en discutant avec toi depuis pas mal d'années, j'ai l'impression justement que le fait d'aider les gens que tu coaches à atteindre leurs objectifs est pas forcément ta seule et unique préoccupation, qu'on pourrait vite dire que le coach, il est là pour t'aider à atteindre tes objectifs, mais que c'est comme si pour toi, permettre aux gens d'exprimer vraiment leur plein potentiel et oser aller au bout de leurs rêves est finalement ta première préoccupation, comme si tu savais que à partir de là, à partir du moment où ils osent croire
en leur propre potentiel et en tous ces rêves qu'ils ont finalement trouvé des bonnes excuses pour ne pas réaliser. Comme si à ce moment-là, dès qu'il y a ce moment de bascule, alors c'est pas qu'on n'a plus besoin de toi, mais qu'effectivement tu vas juste être accompagné pour vérifier que tout continue à bien rouler, mais que c'est pas tant la poursuite de l'objectif en lui-même qui est important pour toi, mais vraiment ce moment de bascule. Et du coup, je voulais te demander si tu as la sensation que c'est parce que c'est particulièrement important pour toi, parce que c'est quelque chose qui te plaît dans ton travail, ou est-ce que tu penses que ce moment de bascule, c'est plutôt la conséquence du travail de coaching que tu fais avec nous, et qui du coup nous pousse à oser croire dans nos projets et dans nos rêves? Je vais essayer de répondre à cette double question, en fait. Mon entreprise, je l'ai appelée Develop Leaders. Là-dedans, il y a le mot développement et il y a le mot leadership, quelque part. Et j'avais tourné ce nom d'entreprise, tu sais, de tous les côtés, de tous les sens. Enfin, et je ne pouvais pas me défaire de ces deux mots. D'abord, le mot développement, c'est vraiment croire que la personne qui est en face de toi est tout à fait en mesure de se développer pour arriver à ce qu'elle veut faire. Donc ça, c'est une croyance profonde que j'ai. Croyance portante, on a déjà parlé de tout ça, mais une croyance vraiment importante que j'ai et dans laquelle je ne démords pas. Je ne démords pas. Il y a une manager qui m'a dit il y a quelques semaines, oui, mais toi, Marina, tu vois du potentiel chez tout le monde. Ben oui. Oui. Je vois du potentiel chez tout le monde, il faut juste que cette personne soit au bon endroit, dans le bon environnement, à faire ce qui lui correspond. Et donc là, c'est un parcours, évidemment. Et ça, c'est un parcours de leadership. Et donc, j'ai eu un coup de téléphone très récemment. On me dit, oui, voilà, je voudrais être accompagnée, etc. Je procrastine depuis longtemps, mais je pense que c'est le moment pour moi. Je dis, ok. Mais vous savez, j'ai vu que c'était rien que pour les leaders. Et là, je me dis, mais être leader des autres commence par être leader de soi-même. Et alors, on est tous leaders quelque part, puisque... et du coup, je vais te poser la question parce que je pense que c'est justement, et dans le milieu du cheval, on en parle beaucoup de cette notion de leadership, elle est remise en question de est-ce que c'est réellement du leadership, etc. Et moi j'ai eu le même problème pendant très longtemps, on en a suffisamment discuté, à trouver cette définition du leadership parce que finalement, elle a quand même très souvent, en tout cas encore en Europe, je pense beaucoup, il y a cette notion un peu de dominance derrière la notion de leadership qui est une fausse croyance, mais qui quand même coince chez beaucoup de gens, et chez moi a beaucoup coincé parce que je voyais le leader quand même comme quelqu'un d'un un peu dominant, un peu prétentieux, presque. Il y a vraiment plus une connotation négative. Et toi, tu y vois justement quelque chose d'extrêmement positif, et le fait que quelqu'un qui est en paix avec lui-même et qui est centré et qui réalise ses rêves, à ton sens, c'est un leader. Et du coup, je me suis intéressé par à quel moment est-ce qu'il y a de nouveau un point de bascule entre la conception de la majorité des gens et puis toi, ta conception qui fait que tu utilises le mot leadership avec une connotation très positive. Disons, si tu ne peux pas prendre des décisions pour toi-même, comment est-ce que tu vas prendre des décisions pour les autres? C'est juste pas possible. Donc un leader, déjà, le mot leader pour moi, c'est vraiment ok, je suis ok avec moi. Je prends des décisions qui sont OK pour moi et qui sont OK pour les autres. C'est ça. C'est à un moment donné, c'est vraiment se poser la question, qu'est-ce qui me correspond, en quoi je suis bon et quel est l'impact de ce que je fais sur mon environnement. C'est ça. Et donc, voilà, c'est un ensemble. Tu vois, c'est vraiment un ensemble. Donc il y a beaucoup d'empathie finalement derrière cette notion-là. Et c'est une recherche permanente du win-win, quoi, finalement. Faire cavalier seul et se dire oui voilà je suis dans un monde de dominance et je vais d'abord ça fonctionne pas, on peut le tourner dans tous les sens qu'on veut, c'est quelque chose qui fonctionne pas et qui quelque part conduit à une perte de sens, à
à la destruction, Ouais, en fait. ouais, Hein, tu vois, donc ce côté destructeur, envahisseur, etc., bah, on voit maintenant très très bien, déjà rien qu'avec les problèmes écologiques, ce que ça donne. Ouais. Donc, voilà. Et on sait aussi, tous les deux, ce que ça peut donner sur un cheval. Ouais, tout à fait. Hein, Ouais. donc, le cavalier excessivement dominant Ouais. va quand même se retrouver à un moment donné ou à un autre dans Ouais. des difficultés. Ouais, tout à fait. Donc, Et que là, on n'est plus du tout dans du leadership, effectivement. Et c'est intéressant, du coup, cette notion que, effectivement, un leader est quelqu'un qui cherche le win-win, ce moment où tout le monde y gagne, finalement, où lui, Oui. il gagne, mais où la personne pour qui il est un leader gagne aussi. Oui. Et effectivement, là, ça fait tout à fait sens dans la relation avec les chevaux, que, effectivement, devenir le leader, c'est aussi faire les choses dans l'intérêt du cheval, tout autant que dans le nôtre, et de chercher ce point d'équilibre où il y a un intérêt pour les deux finalement et où c'est jamais au détriment de l'un ou de l'autre. Je synthétise ça, si tu veux, par ok, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas pour moi, on n'a qu'une seule vie. Est-ce que tu vas laisser les autres décider pour toi? Oui. Voilà, c'est tout. Et donc, est-ce que tu prends tes décisions pour toi-même, tout en regardant l'impact que tu as sur l'impact positif que tu peux avoir sur les autres? Voilà, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé pour vous une vidéo entièrement gratuite dans laquelle je vous explique les 5 leçons que j'ai apprises au cours du projet Évolution et qui vont vous aider à devenir un meilleur cavalier, à créer une connexion forte avec votre cheval et à réaliser vos rêves. Donc pour voir la vidéo, je vous retrouve sur projet-evolution.com ou en cliquant sur le lien qui est dans les notes de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt et surtout un immense merci.